Maison hantée, fantômes, revenants. Faut-il croire aux esprits de l'au-delà? Des voix d'outre-tombe enregistrées sur cassette. Une silhouette flottant au-dessus d'un cimetière de voitures. Des objets qui se déplacent tout seuls. Quelqu'un m'a prise en photo avec mon appareil et c'était pas moi. Des petites filles qui disent communiquer avec des anges. Des corps qui défient les lois de la gravité. Je crois aux fantômes et aux démons. Et cet endroit est hanté par les deux. De la sinistre résidence Lamp à la célèbre maison d'Amityville, quels sont les lieux hantés les plus célèbres? Quels événements tragiques s'y sont déroulés? Et quelle réalité se cache derrière la légende? Il ne faut pas confondre l'inexpliqué et le paranormal. Pour tenter d'expliquer l'inexplicable, il existe des traqueurs de fantômes. Médiums, psychologues, chercheurs, ils explorent les lieux réputés hantés, étudient les témoignages et analysent les documents, photos ou vidéos. Les anecdotes, c'est une chose, les preuves tangibles, c'est totalement différent. À force de rigueur, de patience et de psychologie, ils démontrent souvent qu'une explication rationnelle existe. Mais la science peut-elle réellement tout expliquer? Lorsque ce n'est pas un lieu qui est possédé, mais une personne, on fait appel à un exorciste. Une pratique reconnue officiellement par l'Église et qui demeure encore aujourd'hui très répandue. Parfois, je me dis que la moitié de la population souffre à un degré ou à un autre de possession démoniaque, sans le savoir. Mais que recouvre exactement cette pratique? Et là encore, la science a-t-elle son mot à dire? Je m'inquiéterais aussi de savoir qui regarde. Car quand on voit un truc pareil, ça peut ensuite vous arriver. Imaginez que votre fille dise parler à des anges. Qu'au milieu de la nuit, votre femme défie les lois de la gravité. Que vos toilettes crachent une boue noirâtre. Qu'une substance verte dégouline le long de vos murs. Et que personne ne puisse expliquer pourquoi. C'était comme le mal personnifié. C'était vraiment ça. Quelle est la cause de telles manifestations? S'agit-il de phénomènes naturels ou surnaturels? C'est plus une affaire de cerveau hanté que de maison hantée. Je crois aux fantômes et aux démons. Et cet endroit est hanté par les deux. Il ne faut pas confondre l'inexpliqué et le paranormal. Alors, fantômes ou hallucinations? Spectres ou phénomènes explicables? Nous allons utiliser des outils scientifiques pour tenter de comprendre pourquoi certains lieux et certaines personnes deviennent la proie de fantômes. Cette petite ville au nord de Long Island possède une bien sinistre renommée, Amityville. Certains affirment qu'il ne s'est rien passé ici. Et les membres de la famille concernée étant décédés ou injoignables, on ne connaîtra peut-être jamais la vérité. Mais l'histoire telle qu'on la raconte est la suivante. Par une belle journée de 1975, George Lutz et sa femme Cathy et les 3 enfants de celle-ci, Daniel, Christopher et Missy, emménagent dans la maison de leurs rêves, au 112 Ocean Avenue, Amityville, État de New York. Ils transportent leurs affaires à l'intérieur. Les enfants et le labrador découvrent le grand jardin. George et Cathy nagent dans le bonheur. Ils ont acheté la maison au prix dérisoire de 80 000 $ à cause de son passé macabre. 13 mois avant, 6 membres d'une même famille, les 2 Féo, avaient été assassinés dans cette maison. Curieusement, ça ne gênait pas les Lutz. George, un ancien marine, assure à Cathy qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. George était un homme pragmatique.
Il lui a dit, les morts sont morts, ils ne peuvent rien nous faire. Malgré tout, le couple a demandé à un prêtre, le père Pecoraro, de venir bénir la maison. À son arrivée, les Lutz ne sont pas là, et le prêtre entre sans les attendre. Il bénit son étole, et après avoir aspergé l'escalier d'eau bénite, il entre dans une petite pièce. C'est là que les événements vont basculer. Selon le livre de Jernson, en entrant dans cette pièce qui était l'ancienne chambre de Mark et John DeFeo, il a senti une présence, une force. Et il a entendu quelqu'un dire « Allez-vous-en ». Allez-vous-en. Allez-vous-en. Le père Pecoraro ne parle pas de l'incident au Lutz, mais il leur conseille de ne pas utiliser cette pièce comme chambre à coucher. Ce n'est là que le début d'une série de phénomènes étranges. Quelques jours après l'emménagement, Cathy sent flotter un parfum de femme et elle a l'impression qu'on lui touche l'épaule. De son côté, pour une raison étrange, George se réveille régulièrement à 3h15 du matin, avec le sentiment d'une présence dans la maison. Selon le médium Lorraine Warren, qui a étudié de près le récit des membres de la famille Lutz, c'est souvent comme cela que les phénomènes surnaturels commencent. Ça débute par petites touches, et vous pensez que vous devenez fou. Si vous n'y faites pas attention, ça s'atténue. Mais plus vous en prenez acte, plus vous donnez du pouvoir à ces phénomènes. Au fil du temps, les incidents commencent à affecter toute la famille. Un soir, alors que Chris et Danny montent se coucher, ils voient une ombre noire les pourchasser dans l'escalier. Et quelques jours plus tard, George lit une histoire à Missy avant de la mettre au lit. Quand un vase posé sur la table s'envole et va s'écraser contre le mur. Missy était la plus vulnérable. C'est elle qui a donné corps au phénomène. Elle n'avait pas vraiment peur, c'était comme un jeu. Elle racontait qu'elle voyait une sorte de cochon. Elle lui faisait la conversation et le fauteuil à bascule se balançait tout seul. Pancake, pancake, baker's man. Peu à peu, les choses empirent. Les garçons sont contraints de jouer seuls, car leurs amis ont trop peur pour entrer dans la maison. Un matin, alors que Cathy fait le ménage dans le salon, une matière verte se met à couler sur le mur. Et quand Chris va aux toilettes, la cuvette se remplit d'une boue noire. Enfin, une nuit, George se réveille pour découvrir que le corps de Cathy plane au-dessus du sol. Après cet incident, la famille quitte définitivement la maison. Quand ils sont enfin partis, la situation était devenue incontrôlable. Les Lutz sont toujours maintenus que leur récit était véridique. Et ils ne sont pas les seuls à avoir raconté en détail leurs mésaventures dans une maison qu'ils affirmaient hantée. Cela est également arrivé au propriétaire d'un bar country de l'Est des États-Unis. Au printemps 1978, le chanteur de country Bobby McKee achète un ancien relais routier au bord d'une rivière, à Wilder dans le Kentucky. Son projet, faire de ce bâtiment à l'abandon le plus grand club de musique country en dehors de Nashville.
Dès que j'y ai mis les pieds, j'ai su que c'était l'endroit qu'il me fallait. On s'y sentait bien. Je voyais déjà comment ça allait être. Sa femme Janet, enceinte de leur deuxième enfant, est séduite par le projet. Mais à peine est-elle entrée qu'une sensation d'angoisse l'envahit. Janet s'est sentie mal à l'aise dès le départ. Elle avait l'impression d'être observée par des milliers d'yeux. Ça lui donnait la chair de poule. Pour faire plaisir à Bobby, Janet commence par refouler son inquiétude. Quelques jours plus tard, alors qu'ils sont en train d'aménager l'endroit, un homme se présente. Il s'appelle Carl Lawson. Il a travaillé pour plusieurs des propriétaires précédents et leur propose ses services comme homme à tout faire. À l'époque, l'endroit était plein de toiles d'araignée et de poussière. Il était vraiment dans un sale état. Bobby m'a engagé sur le champ. Bobby apprécie l'aide de Carl. En revanche, il n'est pas enchanté que celui-ci raconte des histoires à Janet sur le passé de la bâtisse. Il affirme qu'il s'agit d'un ancien abattoir qui servait à des rituels sataniques. Il a commencé à lui raconter des choses sur ce qui s'était passé ici. Et il essayait de m'en parler aussi. Des trucs incroyables. Mais je l'écoutais pas. Ce qui m'intéressait, c'était la musique. Faire marcher mon bar, et je ne voulais pas entendre parler de fantômes. Janet essaie aussi de chasser ces histoires de son esprit. Mais un après-midi, alors qu'elle nettoie la cuisine, ses craintes deviennent réalité. Brusquement, une main invisible la saisit par le cou et plonge sa tête dans l'évier qui est en train de se remplir de sang. J'ai entendu du bruit en haut, des hurlements. Je suis monté en courant. Carl libère la jeune femme, mais quand il regarde l'évier, celui-ci est vide. Doug Hensley a retracé les événements survenus dans le bar de Bobby McGee. Selon lui, l'incident suivant est le pire qui soit arrivé à Janet. L'anecdote la plus effrayante concerne l'attaque subie par Janet McGee. 2 jours avant l'inauguration officielle du bar, Janet remonte de la cave, quand soudain, elle sent une présence dans l'escalier. Elle a été jetée au bas des marches par une entité invisible. C'était grave. Bobby a dû l'emmener à l'hôpital. Janet était enceinte de 5 mois et demi. Et elle a accouché 2 jours plus tard. Shonda ne pesait que 900 grammes. Les docteurs nous ont dit que ses chances de survie étaient de 10%. Heureusement, le bébé survit. Mais Janet ne veut plus prendre le moindre risque. Elle ne veut plus remettre les pieds là-bas parce qu'elle a subi. Elle n'y est pas retournée depuis des années. Janet a-t-elle été poussée dans l'escalier par une entité surnaturelle ou a-t-elle simplement perdu l'équilibre? Carl Lawson a toujours pensé qu'elle avait été poussée par un démon. Il affirme avoir été, lui aussi, confronté aux esprits qui entraient le bar de Bobby McGee. Le club a beaucoup changé au fil des générations. Mais il y a toujours ici des esprits qui ne veulent pas partir. C'est comme un tourbillon. Les phénomènes surnaturels paraissent on ne peut plus réels à ceux qui les vivent. Alors les fantômes et les maisons hantées, existent-ils vraiment? Ou bien peut-on trouver des explications rationnelles? J'en suis venu à la conclusion qu'environ 95% des cas que je vois et qu'on soumet aux parapsychologues ont une explication normale, soit psychologique, soit physique. Tout à l'heure,
Nous mettrons cette théorie à l'épreuve avec l'aide de 4 cobayes qui ont accepté de passer la nuit dans l'une des maisons hantées les plus célèbres du Royaume-Uni, le château de Muncaster. Il m'en faut beaucoup pour me faire peur. Comme un cri très perçant. Mais d'abord, qu'entend-on par hanté? Et pourquoi cette idée nous effraie-t-elle autant? Les histoires de morts revenus hanter les vivants circulent depuis la nuit des temps. Mais le verbe hanter n'est pas un terme technique. C'est un terme générique pour décrire un phénomène paranormal qui se répète régulièrement au même endroit. Ce qu'on sait, c'est qu'on a signalé des apparitions à toutes les époques et dans tous les pays, et que cela semble être un phénomène récurrent de l'expérience humaine. Il peut s'agir de fantômes, d'esprits frappeurs, de possessions démoniaques, et nos légendes regorgent de croyances à leur sujet. Souvent considérés comme les plus inoffensifs, les fantômes seraient des âmes mortes bloquées dans notre réalité. Généralement, ils n'interagissent pas avec les vivants. L'exemple typique, tout le monde le connaît. C'est celui du fantôme qui reste en un même lieu, sans doute à cause d'une tragédie ou parce qu'il lui reste quelque chose à finir sur Terre. En revanche, les esprits frappeurs, appelés aussi poltergeist, auraient un comportement plus offensif. The game fini de jouer are over. Popularisé en 1982 par le film d'horreur Poltergeist, ces esprits malveillants sont turbulents, comme des enfants capricieux. Si on ne s'occupe pas d'eux, ils piquent des colères inimaginables. L'activité des esprits frappeurs est centrée sur une fillette, qui leur donne l'énergie, le carburant leur permettant de se manifester. Les parapsychologues font une distinction entre esprits frappeurs et fantômes, mais il n'est pas toujours facile de les différencier. Fantômes et poltergeists sont généralement associés à des endroits marqués par une tragédie. La maison d'Amityville a été le théâtre de plusieurs meurtres. Et la bâtisse rachetée par Bobby McKee a également connu un drame sanglant. En 1896, une femme du nom de Pearl Bryan, enceinte de 5 mois et demi, a été retrouvée décapitée à 4 km du club de Bobby McKee. Les chiens ont remonté sa piste jusqu'à l'abattoir qui se trouvait là à cette époque. Dans la cave, il y avait un puits par où le sang des animaux abattus s'écoulait dans la rivière. À cause de tout ce sang qui s'était déversé dans le puits, les adorateurs du diable s'y réunissaient les nuits de pleine lune pour faire des sacrifices à Satan. La tête de Pearl Bryan n'a jamais été retrouvée. Certains affirment que les adeptes du culte satanique l'auraient jeté dans le puits. La police a arrêté Alonzo Walling et Scott Jackson. Ils ont été condamnés et en 1897, ils sont montés sur la potence derrière le tribunal de Newport, Kentucky. Alors qu'ils se tenaient debout, la corde autour du cou, le juge a offert de commuer leur peine en prison à vie s'ils disaient où se trouvait la tête de Pearl Bryan. Walling refusa et il jura de hanter l'endroit où on le soupçonnait d'avoir offert la tête en sacrifice au diable. Aujourd'hui, Carl Lawson pense savoir où se trouve la tête de Pearl. Mais à l'époque où il a créé le bar, il ignorait qu'il y avait un puits dans la cave. Un soir, je suis descendu à la cave. C'était un soir d'orage. Il y avait un vieux réduit en briques, comme un coffre-fort ou une cellule de prison. Quand j'ai tourné la tête, j'ai vu 2 pendus à l'intérieur. Ils portaient une sorte de cravate très fine et de longs manteaux. Je me suis détourné et quand j'ai de nouveau regardé, ils n'étaient plus là. Carl est terrifié. Une seule explication lui vient à l'esprit. Il est possédé par des démons. Il tente alors de prendre les choses en main.
Je pensais qu'en aspergeant le puits d'eau bénite, ça les ferait partir, ou ça les empêcherait de sortir. Mais cela n'aurait fait que rendre les démons plus furieux encore. Reste une seule solution, l'exorcisme. J'avais l'impression d'être le Dr Jekyll et Mr Hyde. Il fallait que je fasse quelque chose si je voulais retrouver une vie normale. Je devais reprendre le contrôle, et c'est à ça que sert un exorcisme. Le révérend Glenn Cole a pratiqué un exorcisme de 6 heures sur Carl Lawson dans ce qui était autrefois la cuisine. Il a demandé qui se trouvait dans le corps de Carl. L'esprit qui avait pris possession de lui a dit « Je suis Natas ». Je l'ignorais à l'époque, mais Natas à l'envers donne Satan. Il est tombé à genoux et a rampé comme un chien. Quiconque connaît Carl Lawson vous dira qu'il n'aurait jamais pu simuler. Il n'aurait pas pu jouer la comédie comme ça. Après l'exorcisme, Carl quitte son appartement situé au-dessus du bar. J'ai eu une sensation de liberté. Je me sentais beaucoup plus en sécurité. Prendre de la distance avec les fantômes qui vous hantent semble être une réaction raisonnable. C'est également ce qu'a fait la famille Lutz à Amityville. Ils ont fui leur maison après 28 jours de cauchemar. D'une certaine façon, ça a gâché toute leur vie. La maison d'Amityville était-elle imprégnée du drame qui l'avait frappé 13 mois plus tôt? Le 13 novembre 1974 était un soir comme les autres. Au Henry's Bar, rendez-vous favori de la jeunesse, la nuit ne fait que commencer. Mais la vie de la petite bourgade est sur le point de basculer. Ronnie DeFeo, dit Butch, surgit dans le bar en état de choc. Il affirme qu'il a découvert les corps sans vie de ses parents. Plusieurs personnes, dont son meilleur ami Bobby Kelski, retournent avec lui au 112 Ocean Avenue. À l'étage, Kelski trouve les parents de Butch dans leur lit, allongés sur le ventre, abattus à bout portant. Mais le pire est à venir. Tous les frères et sœurs de Butch ont également été tués. Un autre ami de Butch, Joey, resté avec lui au rez-de-chaussée, prévient la police. L'officier Ken Greguski, aujourd'hui retraité, est le premier à arriver sur les lieux. 6 meurtres la même nuit, c'était la pire affaire sur laquelle j'ai jamais été appelé. C'était affreux. Je ne souhaite à personne de voir ce que j'ai vu. Que s'est-il passé? Butch DeFeo, seul survivant de la famille, devient rapidement le suspect numéro 1. Et après enquête, les policiers finissent par l'inculper. Les indices qui nous ont menés à lui, ça a d'abord été un fusil Marlin de 35 mm. Le carton d'emballage vide était toujours dans sa chambre. Les plongeurs de la police ont retrouvé le fusil au bout du quai de Richmond Avenue, ainsi que les vêtements pleins de sang appartenant à Butch. Un an plus tard, Butch est reconnu coupable des 6 meurtres et condamné à 6 peines de prison à vie. Amityville est devenu synonyme de l'une des pires affaires de meurtre de Long Island. Pourtant, Butch affirme qu'il n'a pas agi seul. Comment un seul homme a-t-il pu tuer 6 personnes avec un fusil de 35 mm? Ça fait beaucoup de bruit. Comment se fait-il que personne n'ait eu le temps de s'enfuir? C'est difficile à croire. Quoi qu'il en soit,
Cathy et George Lutz sont convaincus que ce terrible fait divers est à l'origine des phénomènes étranges qui se produisent dans la maison. Pour vérifier leur théorie, ils font venir un groupe d'enquêteurs paranormaux et de journalistes. Lorraine Warren et son mari Ed font partie du groupe de 9 personnes qui va passer une nuit d'angoisse au 112 Ocean Avenue. À ce moment-là, c'était juste une affaire comme les autres. Dès qu'elle pénètre dans la maison, la médium Lorraine est assaillie par des visions d'horreur. C'était comme le mal personnifié. C'était vraiment ça. Selon elle, il y a une explication au fait que les déféos soient tous restés endormis pendant que Butch commettait son carnage. Je pense que la famille de Féo se trouvait peut-être dans ce qu'on appelle un état de fantomanie ou paralysie psychique, provoquée par l'activité des esprits. Fantomanie ou présence d'un complice. Pour Lorraine Warren, pas de doute. Les événements décrits par les Lutz au 112 Ocean Avenue ont réellement eu lieu. Je ne pense pas qu'elle était hantée. Je sais qu'elle était hantée. C'est la maison la plus hantée du monde. Certains indices laisseraient pourtant penser à une mise en scène. Mais à moins d'avoir été personnellement témoin de ce genre de manifestations, comment savoir si elles sont vraies? Accepteriez-vous de vivre dans une maison si vous saviez qu'elle était hantée? Ou même d'y passer une nuit? Un couple, Tracy King et Philip Doherty, et 2 étudiants, Jonathan Kirby et Eleanor Bishop, vont affronter les fantômes du château de Muncaster, tenu pour l'un des lieux les plus hantés d'Angleterre. De jour, la propriété est paisible et majestueuse. Mais la nuit, l'ambiance se fait plus angoissante. Pour la gouvernante du château, Eileen Moore, ces jeunes gens sont fous de se porter volontaires pour dormir ici une nuit. J'adore cet endroit pendant la journée, mais je n'y resterai pas la nuit. Pas question. Même pour $1 million. Bienvenue à Muncaster. Ils sont accueillis par Peter Frost Pennington. Philippe, nos volontaires pour cette nuit. Peter vit au château depuis 20 ans et semble s'amuser de sa réputation. Levez la main ceux qui croient aux fantômes. J'aimerais. Peut-être. D'accord. 2 indécis et 2 qui n'y croient pas? Absolument pas. D'accord. Après cette nuit, vous serez sans doute encore sceptique. Vous vous direz que c'est un trucage avec des miroirs et de la fumée. Pourtant, rien n'est truqué. Nous voulons que Muncaster reste authentique. 2 sceptiques et 2 indécis. Pennington les conduit au cimetière, repère favori du fantôme numéro 1, la Dame Blanche. Beaucoup de gens pensent que quand vous marchez dans les jardins la nuit, vous entendez des pas. Peut-être cette jeune fille qui vous suit. Après une courte leçon d'histoire dans la petite chapelle, il les reconduit au château pour leur présenter le fantôme numéro 2. Tom Skelton, dit Tom le Fou, bouffon de Muncaster dans les années 1700. C'était un homme jaloux et mauvais. On raconte que s'il ne vous aimait pas ou que votre tête ne lui revenait pas, il vous envoyait à la mort. Il ne faut jamais le regarder dans les yeux. Des gens qui se tenaient seuls devant le portrait ont entendu des pas derrière eux et ont eu l'impression que quelqu'un se tenait dans leur dos. Où qu'on se trouve, il donne l'impression de regarder vers vous, et même de regarder à travers vous. Dernière étape, la salle des tapisseries, censée abriter le fantôme d'une petite fille qui pleure. C'était autrefois la chambre d'amis, jusqu'à ce qu'on se rende compte que personne ne pouvait y fermer l'œil.
La première question que vous posez à vos invités le matin, c'est « Avez-vous bien dormi ?» Énormément de gens nous ont dit « Non, très mal. Il y a une gamine qui a pleuré toute la nuit. » On pense qu'il s'agit de Margaret Susan Elizabeth Pennington, fille unique du 4e Lord Muncaster, morte en 1871. Peut-être dans cette pièce. Il y a un petit portrait d'elle à côté du lit. Elle vous tiendra compagnie. Je vous trouve très courageux, ou inconscient, ou les deux de faire ça. Moi, je n'ai jamais osé dormir ici. Amusez-vous bien. À 4, on se sent plus en sécurité. Mais avant que les jeunes gens ne puissent s'installer, un événement inattendu se produit. Le jeune couple est rappelé chez lui pour une urgence familiale. Eleanor et Jonathan restent donc seuls. Eleanor décide de se mesurer au fantôme de la fillette. Pour se préparer, elle lit le journal tenu par ceux qui ont dormi dans la pièce avant elle. Pendant ce temps, armé d'un caméscope et d'une lampe de poche, Jonathan sort du château pour partir à la recherche de la Dame Blanche, juste au moment où l'horloge sonne minuit. Je me dirige vers le cimetière du grand château hanté pour y passer une heure seule. Voyons si l'église est ouverte. C'est peut-être mon imagination, mais quelqu'un d'autre a aussi entendu un enfant murmurer ou ricaner. Eleanor n'a peut-être pas choisi la meilleure lecture avant de se coucher. Des bruits d'objets qu'on traîne se font entendre vers 3 heures du matin. J'espère bien ne pas entendre ça. J'ai l'impression qu'on m'observe, mais je me fais peut-être des idées. J'aime pas du tout cet endroit. Elle n'est là que depuis 4 minutes. Je sors d'ici. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Eleanor a trop peur pour rester dans la salle des tapisseries. Et Jonathan ne s'en tire pas tellement mieux. En traversant l'église plongée dans le noir, il entend une porte claquer. Là, j'ai vraiment la trouille. Alors qu'il s'enfuit en courant, sa lampe de poche s'éteint. Il doit s'éclairer avec son téléphone portable pour retrouver son chemin. Il en a assez d'être seul. Il préfère encore retourner vers la salle des tapisseries et son fantôme. Certains pensent que le château de Muncaster, le bar de Bobby McKee et le 112 Ocean Avenue font partie des endroits les plus hantés du monde. Mais la science peut-elle nous en apprendre davantage? Le fantôme d'un bouffon, un évier plein de sang, un fauteuil qui bouge tout seul. Y a-t-il une explication simple à tous ces phénomènes? Pour Eleanor et Jonathan, l'épreuve est finie. La nuit a été tranquille? En fait, oui. Le soleil du matin filtre par la fenêtre. Vous n'avez pas osé dormir dans le lit? Non, j'ai dormi par terre. Je me suis dégonflée. Nos cobayes descendent au rez-de-chaussée où ils retrouvent le psychologue Jason Braithwaite, qui étudie le château depuis 15 ans. Comment s'est passée la nuit dans la salle des tapisseries? Je me suis sentie mal à l'aise. J'ai eu l'impression qu'on m'observait. C'est bizarre parce que 2 secondes avant d'entrer, j'étais de bonne humeur, tout allait bien. Et au bout de 3 ou 4 minutes, il a fallu que je sorte. Les portraits sont très... Eleanor et Jonathan ont tous les deux été effrayés par les portraits. La pièce a eu un impact psychologique immédiat sur vous. On a constaté
que le sentiment d'être observé est en rapport avec le nombre de portraits dans la pièce, mais aussi avec la taille de la pièce. Un espace aussi restreint peut vous rendre claustrophobe. Comment expliquer que les gens entendent un enfant pleurer quand ils dorment dans leur lit? Selon Jason Braithwaite, ce lit du XVIIe siècle est fortement magnétisé. Quand je m'approche du lit, l'aiguille fait pratiquement tout le tour. Il se sert d'une boussole pour montrer que le lit peut faire dévier l'aiguille, qui normalement indique toujours le nord. Il y a un sommier en fer, très différent des lits modernes. Selon Jason Braithwaite, les champs magnétiques autour du lit sont si complexes qu'ils peuvent provoquer des hallucinations. Certaines expériences scientifiques ont montré que les champs magnétiques stimulent le lobe temporal du cerveau. Les personnes soumises à ces champs ont signalé qu'ils sentaient une présence près d'eux, alors que la pièce était vide. Les individus sensibles réagissent donc peut-être aux champs magnétiques qui encerclent le lit. Et frappés d'hallucinations, ils croient voir un fantôme. On trouve ce genre d'ondes dans les endroits où les gens signalent des sensations étranges, juste à l'endroit où ces gens se tenaient. Il est possible aussi que par émotivité, le cerveau de certaines personnes fasse de l'autosuggestion. Après avoir su ce que d'autres gens avaient vécu dans cette pièce, au moindre bruit, je me demandais si ce n'était pas un bébé en train de pleurer. Ça peut arriver à tout le monde. Vous êtes là en pleine nuit, après avoir entendu des histoires de fantômes. Il aurait été surprenant que vous n'ayez pas des impressions bizarres. Des impressions passent encore, mais voir réellement un fantôme est différent. La légende de la Dame Blanche de Muncaster et les spectres de cimetière sont peut-être tout simplement le fruit de l'imagination. À ce propos, le garde-chasse Tristan Williams a sa petite idée. Vous êtes dans un cimetière, il fait nuit, tout est sombre et silencieux. Et du coin de l'œil, vous apercevez un éclair blanc. Vous regardez autour de vous, il n'y a rien. Vous entendez un cri à vous glacer le sang qui vous fait la peur de votre vie. Il est très facile de mettre tout ça sur le compte du surnaturel. En fait, de fantômes, c'est plutôt quelque chose comme ça. Une chouette effraie en train de chasser. Le bar de Bobby McKee est-il fréquenté par des esprits? Certains clients sont convaincus que des fantômes hantent toujours le club. Certains soirs, le week-end, le bar reste ouvert jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Jusqu'à ce que les tables soient nettoyées et les chaises empilées. Et selon plusieurs témoins, lorsque les lumières s'éteignent, les esprits frappeurs prennent possession des lieux. Plusieurs employés ont vu le taureau prendre vie alors qu'il était débranché. Bobby McKee a même été poursuivi en justice par un client qui affirme avoir été frappé par un fantôme dans les toilettes pour hommes. Sa plainte a été rejetée. L'avocat de Bobby McKee lui a fait mettre une pancarte pour prévenir les clients qu'ils entrent à leur risque et péril parce que l'endroit est peut-être hanté. Carl Lawson ne revient plus très souvent au bar. Mais aujourd'hui, il a rendez-vous avec Jim Houran, venu enquêter sur les événements étranges qui s'y produisent. Parlez-moi un peu de l'affaire en général. Ensuite, je ferai des mesures pour comprendre ce qui se passe dans l'environnement. Que pouvez-vous me dire sur cet endroit? Carl lui raconte l'histoire du bâtiment et les apparitions dont lui et d'autres personnes ont été témoins. Puis il l'emmène à la cave voir le puits, épicentre supposé des activités surnaturelles. Il lui montre la pièce où il aurait vu les meurtriers Scott Jackson et Alonzo Walling. À part les deux hommes que vous avez vus pendus là, avez-vous eu le sentiment d'être observé?
Je l'ai en ce moment même. Maintenant? Je pense qu'en creusant au fond du puits, on trouverait peut-être la tête de Pearl Bryan. Jim Houran en sait désormais assez. Il est prêt à commencer ses tests. En tant que scientifique, on ne se contente pas de chercher ce qui se passe psychologiquement. On étudie aussi le milieu ambiant. Des choses auxquelles les gens réagissent, peut-être sans en être conscients. L'éclairage, la taille de la pièce, l'humidité, la température, les ondes électromagnétiques, même ce qu'on appelle les infrasons, des sons qui ne sont pas audibles. On est à la mi-août. Il fait chaud et humide. Mais Houran se sert d'un magnétomètre pour mesurer le niveau d'électromagnétisme. S'il y a de fortes variations de niveau, vous pouvez y être plus ou moins sensible et faire des mini-crises d'épilepsie. Une théorie qui rappelle celle de Jason Braithwaite à propos de la salle des tapisseries à Muncaster. Vous avez l'impression qu'on vous touche, vous entendez des choses et vous pouvez même avoir des hallucinations visuelles. Ici, dans cette pièce où se trouve le puits, je ne mesure que 6 à 7 milligales. Mais quand on va dans la pièce où ont eu lieu les apparitions, une pièce plus petite, c'est beaucoup plus élevé. Là-bas, il y avait environ 6. Ici, ça monte à 7, 8 et même 9 milligales. Si vous passez un moment ici et que vous avez une haute sensibilité, vous aurez des sensations inhabituelles. Houran utilise ensuite son détecteur de monoxyde de carbone. Le détecteur indique 222 parties par million. Ce qui déclenche l'alarme parce que c'est une concentration trop élevée. Quand vous êtes dans un milieu saturé en monoxyde de carbone, vous vous mettez à transpirer, à chercher votre souffle. Vous avez l'impression que les murs se rapprochent de vous, la tête vous tourne. Ce genre de choses peut vous faire croire qu'il y a un fantôme près de vous. Surtout si vous êtes dans un endroit qui a la réputation d'être hanté. Les infrasons, des ondes sonores de basse fréquence, pourraient également jouer un rôle. Les infrasons ont un effet physique. Ils nous secouent légèrement. On n'en a pas forcément conscience, mais ça met mal à l'aise. En vous observant, on verrait votre globe oculaire trembler. Et un globe oculaire qui tressaute peut provoquer des hallucinations. Dans le bar de Bobby McKee, les infrasons pourraient avoir pour origine les enceintes, la voie de chemin de fer ou même la rivière. Au bar de Bobby McKee, comme au château de Muncaster, la science semble avoir des explications à fournir. Mais que penser d'Amityville? Se pourrait-il que la soi-disant maison du diable ne soit qu'une supercherie minutieusement orchestrée?